Le bus glisse doucement dans la rue principale de Réville. Je soupire de soulagement. Chez moi, 2 mois loin de ma fille. C'est trop long. Même si j'aime beaucoup Camille et sa famille. À 65 ans, j'ai besoin de mon environnement familier, de mon propre lit, du calme de ma cuisine. Oh, nous y sommes. Madame, le chauffeur me jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Je me lève lentement, mes genoux douloureux, après 5 heures de trajet. Ici, c'est un rappel désagréable de mon âge. Je tire soigneusement ma petite valise à roulettes du porte-bagages. Autrefois, un sac à dos suffisait. Maintenant, je privilégie le pratique à l'orgueil. Réville n'a pas beaucoup changé pendant mon absence. Les mêmes petites maisons bien entretenues bordent la rue principale, le même supermarché de qualité au coin, où je fais mes courses le mardi, jour de réduction pour les seniors, le même parc poussiéreux où les mamans promènent leurs enfants. Je me surprends à penser que je n'ai pas vu ma belle-sœur Céline et ma petite-fille Clémence parmi eux depuis un moment. Un taxi me conduit à ma maison modeste mais chaleureuse, rue des Aulnes. Henri, mon défunt mari, l'a achetée il y a 35 ans, quand nos enfants étaient petits. C'est un investissement pour l'avenir. Margot, disait-il. Henri voyait toujours loin. Il serait fier de la façon dont j'ai géré nos finances après sa mort. La maison m'accueille avec une fraîcheur et une légère odeur de poussière. J'ouvre les fenêtres, laissant entrer l'air de mai. Je vérifie le répondeur. 2 messages. Le premier, de Monique, du club de lecture. M'invite à une réunion mercredi prochain. Le second, de la banque. Confirme le paiement mensuel de l'hypothèque de mon fils. Ces versements font partie intégrante de ma vie depuis 5 ans. Depuis qu'Antoine a perdu un bon poste dans une compagnie d'assurance régionale pour devenir évaluateur dans une succursale locale, avec un salaire divisé par 2. Sa famille a traversé une période difficile. Leur déménagement à Réville était une nécessité temporaire. Maman, jusqu'à ce que je me remette sur pied, avait promis Antoine. Je venais d'enterrer Henri à l'époque et je me sentais perdue dans cette grande maison vide. Avoir la famille de mon fils près de moi semblait une bonne idée. J'ai aidé à payer la compte pour leur maison et maintenant, je couvre les 2/3 de l'hypothèque chaque mois. Antoine insiste sur le fait que c'est un prêt qu'il remboursera. L'argent ne me manque pas. La pension d'Henri, l'assurance et nos investissements me permettent une vie confortable. Je suis heureuse de pouvoir aider, après avoir défait mes bagages et pris une douche. Je décide de ne pas reporter ma visite chez mon fils. Bien sûr, nous nous sommes appelés pendant mon absence, mais Clémence me manque. À 7 ans, c'est une enfant calme, réfléchie, bien différente des enfants turbulents de Céline, issue de son premier mariage. Théo, 15 ans, et Sophie, 13 ans. La maison d'Antoine est à 10 minutes à pied de la mienne. 2 étages, un petit jardin, modeste mais agréable. Je remarque que la pelouse n'a pas été tondue depuis longtemps, et les parterres près de l'entrée sont envahis de mauvaises herbes. Antoine prenait autrefois soin de son jardin, y passant tous ses week-ends. Je frappe à la porte, attentive au bruit à l'intérieur. La télévision hurle. Une émission de jeu. Je crois. Céline ouvre. Son visage se fige un instant avant de s'étirer en un sourire. Margot, quelle est surprise? On ne t'attendait pas aujourd'hui. Elle ajuste ses cheveux et tire sur son t-shirt fait maison. J'ai préféré ne pas prévenir. Je souris en retour. Je suis rentrée il y a quelques heures et je voulais vous voir. Bien sûr, entre. Céline s'écarte pour me laisser passer. Les enfants seront ravis de te voir. Théo, Sophie. Grand-mère Margot est là. Je note qu'elle n'a pas mentionné Clémence. Le salon est en désordre. Coussin du canapé en vrac. Paquet de chips et de soda vide sur la table basse. La télévision si forte qu'il faut tendre l'oreille pour entendre les mots. Théo. Grand adolescent, avec des écouteurs autour du cou, s'arrache à contre-cœur à sa tablette. Salut, grand-mère. Il me jette à peine un regard avant de replonger dans son écran. Sophie arrive en courant de la cuisine.
mâchant quelque chose. Grand-mère. Elle zotte vers moi et m'enlaçait. Tu as rapporté quelque chose de ton voyage. Question typique. Je suis habituée à ce que les enfants de Céline me voient comme une source de cadeaux. Bien sûr, ma chérie. J'ai laissé mon sac à la maison, mais je ramènerai quelque chose la prochaine fois. Je caresse ses cheveux. Où est Clémence? En haut. Elle fait ses devoirs, répond Céline rapidement. Baissant le volume de la télévision, Antoine est encore au travail. Il rentrera dans une heure. Veux-tu du thé? Je hoche la tête et suis ma belle-sœur dans la cuisine. Notant qu'elle a changé, une nouvelle cafetière, un micro-ondes coûteux, je ne compte pas l'argent de mon fils, mais ses achats dépassent leur budget prévu. Comment vont les Camilles? Demande Céline en mettant la bouilloire. Et New Haven. Ça te plaît? Camille va bien, occupée avec sa galerie, et la ville est agréable, bien qu'un peu bruyante pour moi. Je m'assieds à la table. Comment va Clémence à l'école? Le visage de Céline se tend un instant. Bien, hausse-t-elle les épaules. La maîtresse dit qu'elle est trop silencieuse. Elle ne se mêle pas beaucoup aux autres. On pense à la faire voir un psychologue pour enfants. Ça, peut-être a-t-elle juste besoin de plus d'attention à la maison, dis-je prudemment. On lui donne beaucoup d'attention, Margot, réplique Céline froidement. Mais nous avons 3 enfants, et Clémence n'est pas la seule à en avoir besoin. Théo traverse une adolescence difficile, et Sophie a une compétition de natation dans 2 semaines. J'ai remarqué que Céline trace toujours une ligne entre ses enfants et Clémence. Bien sûr. Je comprends. Je hoche la tête, décidant de ne pas insister. Et Antoine, ça va mieux au travail. Céline pose une tasse de thé devant moi. Il a été promu évaluateur principal. Le salaire n'a pas beaucoup changé. Mais il dit qu'il aura une grosse augmentation d'ici la fin de l'année. J'ai entendu cette phrase pendant des années. D'ici la fin de l'année, bientôt. Presque. Pendant ce temps, mon argent continue de payer leur maison. C'est super. Je sirotais mon thé. Je peux monter dire bonjour à Clémence. Ah, tu ne veux pas la distraire de ses devoirs? Dit Céline rapidement. Elle a eu une mauvaise note en maths récemment. Elle rattrape. Mieux vaut attendre après le dîner. Elle descendra. Sentant me rendre méfiante. Clémence est généralement excellente. Et depuis quand une enfant de 7 ans ne peut-elle pas s'interrompre 5 minutes pour saluer sa grand-mère? Nous passons au salon, où Céline commence à ranger nerveusement. Désolée pour le désordre. Les enfants étaient très actifs aujourd'hui, rit-elle. Théo, enlève tes écouteurs de la table. L'adolescent lève les yeux au ciel, mais obéit. Je remarque de nouvelles photos sur l'étagère. Céline et les enfants dans une station balnéaire. Théo avec son nouveau vélo. Sophie en maillot, avec une médaille. Antoine et Céline devant un yacht. Belle photo, dis-je. Quand êtes-vous partis en vacances au bord de la mer? Là? Oh, c'était au printemps, pour les vacances. Céline semble gênée. Un voyage de 4 jours. Une bonne affaire. J'y hoche la tête, ne montrant pas ma surprise. Au printemps, Antoine m'avait demandé plus d'argent pour réparer le toit. 2000 €. Apparemment, réparer le toit s'appelle maintenant un voyage au bord de la mer. Et où sont les photos de Clémence? Dis-je, ne la voyant sur aucune image. Elle était chez ma mère, répond Céline précipitamment. Elle commençait à avoir un rhume, on ne voulait pas prendre de risques. Ou ne pas dépenser pour un billet supplémentaire, je pense, sans rien dire. À cet instant, des pas légers se font entendre à l'étage, et une petite silhouette apparaît dans l'escalier. Clémence, en t-shirt simple et jean, descend prudemment, s'accrochant à la rampe. Grand-mère, ses yeux s'écarquillent en me voyant. Clémence, je t'ai dit de ne pas descendre avant d'avoir fini tes devoirs, dit Céline sèchement. La fillette se fige sur la dernière marche. Ses frêles épaules crispées, je me lève rapidement et m'approche d'elle. Viens là, ma chérie.
Tu m'as tellement manqué. Clémence se précipite vers moi. M'enlaçant, je sens qu'elle tremble. Je la serre plus fort. Tu as grandi. Je souris, mais reculant pour mieux la voir. Et tes cheveux ont poussé. Clémence sourit timidement, tirant sur sa tresse blonde. Tu restes combien de temps, grand-mère? Je suis rentrée pour de bon. Ma chérie, on se verra souvent maintenant? Charme. Clémence, tu dois vraiment finir tes devoirs. Intervient Céline, me lançant un regard d'excuse. Désolée, Margot, mais elle a un contrôle demain. Je suis presque finie, maman, dit Clémence doucement. Presque? Ce n'est pas fini. Coupé Céline. Et un bord. Tout de suite, j'y remarque le changement sur le visage de ma petite fille, comme si un masque tombait, effaçant la joie récente. Elle hoche la tête docilement et se dirige vers l'escalier. Je viens te voir dans 1 minute, dis-je après elle. Les lèvres de Céline se pincent de frustration, mais elle ne dit rien. Je vais l'aider avec ses maths, dis-je en souriant. Je suis une ancienne comptable, après tout. Comme tu veux, hausse Céline les épaules. Je vais préparer le dîner. Tu restes? Si ça ne t'ennuie pas. Quand ma belle-sœur disparaît dans la cuisine, je montai à l'étage. La chambre de Clémence est au bout du couloir, la plus petite de la maison, comme dans mes souvenirs. Je frappe doucement. Entre, dit une voix discrète. Clémence est assise à un petit bureau, penchée sur un cahier. La pièce est austère, un lit étroit, une petite armoire, une étagère de livres. Pas de poster, peu de jouets. Un contraste frappant avec les chambres de Théo et Sophie, remplies de gadgets et d'affiches. Montre-moi tes maths, dis-je en m'asseyant à côté d'elle. Clémence me tend le cahier. Des additions et soustractions de première année. Tout est correct. Pas d'erreur ici, dis-je. Tu fais du bon travail. Je sais, répond-elle doucement. Mais maman vérifie toujours 2 fois. J'observe le visage mince de ma petite fille. Elle a encore pâli en 2 mois, avec des cernes sous les yeux. Pas l'état qu'on attend d'une enfant de 7 ans. Comment ça va à l'école, ma petite? Ça, je caresse ses cheveux. Bien, hausse-t-elle les épaules. La maîtresse dit que je lis bien. Aide tes amis. Clémence reste silencieuse un moment. Pas beaucoup, admet-elle enfin. Mais il y a Abby, on est à la même table. Elle est gentille. C'est bien, je souris. Et à la maison, tu t'entends comment avec Théo et Sophie? Son visage se ferme instantanément. Ça va, baisse-t-elle les yeux. Ils sont plus grands, ils ont leurs propres trucs. Quelque chose me dit que leurs propres trucs n'expliquent pas la tension que je ressens. Tu sais, je t'ai apporté quelque chose. Je sors une petite boîte de ma poche. Ouvre-la. À l'intérieur, un pendentif en argent en forme de croissant de lune avec une étoile. Rien d'extraordinaire, mais les yeux de Clémence s'illuminent. C'est pour moi, demande-t-elle, incrédule. Pour toi. Je fixe la chaîne autour de son cou. C'est un porte-bonheur. Quand tu es triste ou effrayé, tu peux le toucher et te souvenir que ta grand-mère est toujours avec toi. Clémence se jette dans mes bras et je sens qu'elle tremble. Merci, murmure-t-elle. Nous restons ensemble 1 demi-heure de plus. Je lui raconte mon voyage, le musée des dinosaures que j'ai visité pour pouvoir le décrire à ma petite fille. Clémence écoute, les yeux écarquillés. Absorbant chaque mot, elle semble reprendre vie, redevenir l'enfant curieuse que je connais. La porte d'entrée claque en bas. Antoine est rentré. J'entends sa voix forte saluer Céline. Puis des pas lourds, probablement Théo et Sophie descendant pour accueillir leur père. Allons en bas. Je prends la main de Clémence. Ton papa est rentré. Dans le salon. L'atmosphère a changé. Antoine, encore en tenue de travail, est assis dans un fauteuil et Théo lui montre quelque chose sur une tablette.
Sophie traîne à côté, exhibant ses nouveaux écouteurs. Céline se tient dans l'embrasure de la cuisine, un sourire satisfait. Maman. Antoine se lève en me voyant. Quelle surprise. Pourquoi tu n'as pas dit que tu venais? Il m'enlace et je sens son parfum coûteux. Une autre dépense inattendue pour un homme qui peine à joindre les deux bouts. J'ai voulu faire une surprise. Je souris. C'est comment va le travail? De mieux en mieux, dit-il joyeusement. J'attends une promotion bientôt. On pourra bientôt parler du retour sur ton investissement dans notre maison. Investissement. Il appelle ça maintenant pas une aide, pas un prêt, mais un investissement, comme si j'attendais un retour. Prends ton temps. Je secoue la tête. Remets-toi sur pied d'abord. Oh, j'y suis presque. Il me fait un clin d'œil. Céline. Le dîner est prêt. J'ai faim. Dans 10 minutes, chérie. Céline disparaît dans la cuisine. Je remarque que Clémence est restée à côté de moi, serrant ma main forte. Antoine n'a même pas salué sa fille. Papa, regardez ce que grand-mère m'a donné. Clémence montre timidement le pendentif. Antoine y jette un coup d'œil. Jolie babiole. Il se tourne à nouveau vers Théo. Alors, ce nouveau niveau dans ton jeu. Les épaules de Clémence s'affaissent. Je ressens une douleur pour elle. Mon fils a toujours été un peu centré sur lui-même, mais je n'attendais pas une telle négligence. Au dîner, j'observe la dynamique familiale. Antoine et Céline discutent avec animation de leurs prochaines vacances. Théo et Sophie s'interrompent, parlant de l'école et des amis. Clémence mange en silence, sans lever les yeux de son assiette. Personne ne s'adresse à elle, personne ne lui pose de questions. Comme un fantôme à table. Comment vas-tu à l'école, Clémence? Dis-je, profitant d'une pause. C'est comme si tout le monde se souvenait de son existence. Elle a des problèmes en maths, répond Antoine à sa place. Sa maîtresse dit qu'elle doit travailler plus. Mais j'ai vérifié ses devoirs. Tout est correct, dis-je. Alors, elle devient enfin intelligente. Ricane Céline. La semaine dernière, elle a eu un F. Ce n'était pas un F, c'était un B, dit Clémence doucement. Juste une erreur. Et ne contredis pas ta mère, coupe Antoine. Je vois Théo et Sophie échanger des sourires moqueurs. Quelque chose ne va vraiment pas dans cette famille, et ma petite fille est au centre du problème. Après le dîner, Antoine m'offre un cognac. Nous nous asseyons dans le salon. Pendant que Céline met les enfants au lit, « Comment vas-tu vraiment ?»« Maman, » demande mon fils, « tu ne te sens pas seule dans cette grande maison ?»« J'y suis habituée. » Je hausse les épaules. « J'ai mon club de lecture ?» Le jardinage. Et je donne parfois un coup de main à la bibliothèque. Tu pourrais vendre la maison et prendre un appartement plus petit, dit Antoine nonchalamment. Ou même venir chez nous, on a une chambre d'amis. J'y regarde mon fils attentivement. Il y a clairement un intérêt financier derrière cette offre. J'aime ma maison, dis-je fermement. Trop de souvenirs de ton père pour la vendre. Antoine pince les lèvres. Bien sûr, je comprends. Je pensais juste que ce serait plus simple pour toi. Ce n'est pas assez difficile pour moi. Je sirotais mon cognac. J'ai remarqué des nouveautés. Une cafetière, une micro-ondeuse, et Céline a mentionné des vacances au bord de la mer. Antoine hésite un instant. Oui, les choses s'améliorent. Un bonus au travail. Tu sais, et Céline a eu une augmentation. J'y hoche la tête, décidant de ne pas mentionner la réparation du toit au printemps. C'est bien. Donc bientôt, vous pourrez vous passer de mon aide pour l'hypothèque. Bien sûr, maman. Il sourit largement. Ce ne sera pas long. Justé avant de partir. Une petite silhouette en pyjama apparaît dans l'escalier. Clémence descend et m'enlace fort. Reviens demain, grand-mère, murmure-t-elle. Ça, je reviendrai,
Ma chérie, je l'embrasse sur le front. Céline apparaît de la cuisine et regarde sa fille sévèrement. Clémence, tu devrais être au lit. Montais? La fillette me jette un dernier regard et s'empresse de partir. En rentrant, je réfléchis à ce que j'ai vu. La belle façade d'une famille prospère cache quelque chose de désagréable. Mon fils et sa femme vivent au-dessus de leurs moyens, dépensant mon argent pour leurs caprices. Et ma petite fille, quelque chose ne va vraiment pas dans la façon dont ils traitent Clémence. Chez moi, je m'assieds dans le fauteuil près de la fenêtre où Henri s'asseyait pour réfléchir à des choses importantes. « Que ferais-tu, mon chéri ?» Et je demande mentalement. La réponse vient immédiatement, comme s'il était là. « Ce qui est juste, Margot, tu sais toujours ce qui est juste. » Je décide d'observer encore un peu avant de tirer des conclusions. Mais mon intuition me dit que la situation est plus grave qu'il n'y paraît. Une semaine après mon retour à Réville, je rends visite à la famille de mon fils 2 fois. À chaque fois, je notais des détails troublants. Clémence s'est toujours occupée à faire quelque chose. Dépoussiérer, plier le linge, laver la vaisselle. Pour une enfant de 7 ans, cela semble étrange. Mes propres enfants, à cet âge, avaient des tâches minimes. Faire leur lit, ranger leurs jouets, et pas toujours avec succès. Théo et Sophie, eux, passent leur temps librement, jouant à des jeux vidéo ou avec leurs amis. Leurs chambres peuvent rester en désordre pendant des jours, sans que personne ne les réprimande. Cela me dérange, mais je n'interfère pas. Chaque famille a ses règles. Ce matin-là, je décide de passer à l'improviste. Céline travaille généralement le samedi, et j'espère passer du temps avec Clémence sans sa surveillance intrusive. J'achète un nouveau livre sur les dinosaures. Clémence a une passion inexplicable pour eux et une boîte de chocolat qu'Antoine adore. La journée est claire et ensoleillée, comme souvent à Réville à la fin du printemps. En approchant de la maison, j'entends des voix fortes. Les fenêtres sont ouvertes, sans doute à cause de la chaleur. Je ralentis, ne voulant pas m'immiscer dans une dispute familiale. « Je t'ai dit de nettoyer ce matin. » La voix d'Antoine est inhabituellement dure. « Regarde ce désordre. » J'ai essayé, papa, mais Théo a renversé du jus, et j'ai dû nettoyer le sol d'abord. La voix tremblante de Clémence. « Tes excuses ne m'intéressent pas. Nettoie la cuisine maintenant. » Je m'arrête près de la fenêtre ouverte de la cuisine, témoin involontaire de la scène. Antoine domine Clémence, le visage rouge de colère, la silhouette frêle de ma petite fille se recroqueville, épaules affaissées, tête rentrée. La table de la cuisine est en effet en désordre, céréales éparpillées, veres vides, miettes. Rien qui mérite un tel ton. Théo et Sophie se tiennent dans l'embrasure, observant avec un amusement non dissimulé. « Regarde, elle va pleurer », glousse Sophie, poussant son frère du coude. Comme toujours, Théo lève les yeux au ciel. La petite pleurnicharde. « Dis !» Antoine ne se retourne même pas pour les réprimandes. Il attrape un chiffon et le fourre dans les mains de Clémence. « Je veux que ce soit propre dans 10 minutes. Sinon pas de dessin animé pendant 1 semaine. » Clémence hoche la tête, ses petits doigts serrant le chiffon. Je remarque qu'elle se mord la lèvre, signe qu'elle retient ses larmes. Quelque chose se brise en moi. Cet homme, criant sur une enfant sans défense, n'est pas le fils que j'ai élevé. Henri n'a jamais haussé la voix sur nos enfants, même quand il méritait une punition. Je marche résolument vers la porte d'entrée et frappe. Théo ouvre. Son visage change en me voyant. « Grand-mère est là », crie-t-il par-dessus son épaule. Une note d'avertissement dans la voix. Antoine apparaît dans le couloir. Transformé, la colère a disparu de son visage, remplacée par un sourire accueillant. « Maman, qu'elle est surprise, entre. On allait prendre le petit déjeuner. » J'entre, regardant autour de moi. Le salon est relativement rangé, mais je vois des signes d'un nettoyage hâtif. Coussins mal alignés. Magazines empilés négligemment. J'ai apporté quelque chose pour Clémence.
dis-je, montrant le sac avec le livre. Où est-elle? Dans la cuisine. Elle aide à nettoyer, répond Antoine nonchalamment. Tu sais, on lui apprend la responsabilité. Les enfants doivent comprendre que tout le monde a des tâches à la maison. C'est de. Quelles sont les tâches de Théo et Sophie? Dis-je, N me dirigeant vers la cuisine. Antoine hésite. Ils ont d'autres choses. Études, activités extrascolaires. Clémence est encore jeune. C'est bien qu'elle aide à la maison. J'y reste silencieuse en entrant dans la cuisine. Clémence est debout sur un petit tabouret, juste assez haut pour atteindre le plan de travail, et nettoie avec application. En me voyant, elle se fige. Un mélange de joie et d'inquiétude sur le visage. Grand-mère. Elle saute du tabouret et se précipite vers moi. Je l'enlace, sentant son corps frêle trembler. Elle sent l'eau savonneuse et autre chose. La peur, une compréhension qui me transperce. Je t'ai apporté un nouveau livre, mon rayon de soleil. Je sors le livre du sac. Sur les dinosaures, comme tu aimes. Les yeux de Clémence s'écarquillent. Elle prend le livre avec précaution, comme s'il était fragile et précieux. « Merci, grand-mère, murmure-t-elle. « Clémence, tu n'as pas fini de nettoyer. » Rappelle Antoine. Entrant dans la cuisine, je me redresse, regardant mon fils intensément. Je pense qu'elle en a assez fait. Pourquoi Théo ou Sophie ne terminent-ils pas? Antoine fronçait les sourcils. « Maman, c'est nous qui décidons comment répartir les tâches chez nous. » Oui, je croise les bras. Alors explique-moi pourquoi une enfant de 7 ans nettoie la cuisine pendant que des adolescents se prélassent et pourquoi tu lui cries dessus si fort qu'on t'entend dans la rue. Le visage d'Antoine se fige. Clémence recule, serrant le livre contre sa poitrine. « Clémence, va dans ta chambre, » dit Antoine, sans me quitter des yeux. Ma petite fille me regarde avec incertitude. Je hoche la tête. « Ah, vas-y, ma chérie, je viendrai te voir tout à l'heure. » Quand ses pas s'éteignent dans l'escalier, Antoine prend une profonde inspiration. « Maman, je ne vois pas où est le problème. Les enfants doivent aider à la maison. C'est toi qui nous as appris l'ordre. » Je vous ai appris l'ordre, pas à être des serviteurs, dis-je, et je ne vous ai jamais crié dessus comme tu l'as fait avec Clémence, même quand vous méritiez une punition. Tu exagères. Antoine agite la main. Irrité, c'était juste un ton élevé. Femme. J'ai tout entendu. Antoine. Et j'ai vu Théo et Sophie se moquer d'elle. Pourquoi les laisses-tu faire? Mon fils se détourne, ouvre le réfrigérateur et sort un sachet de jus d'orange. Ses gestes sont tendus. Les enfants se taquinent toujours. C'est normal. Ce n'est pas de la taquinerie, c'est du harcèlement. Je ne cède pas, et tu l'encourages par ton inaction. Antoine pose le verre sur la table avec bruit. Maman, j'apprécie ton inquiétude, mais ne te mêle pas de la façon dont nous élevons nos enfants. Nous avons notre système. Chut, un système. Je ne peux retenir l'amertume dans ma voix. Clémence vit comme Cendrillon, pendant que son demi-frère et sa demi-sœur vivent comme prince et princesse. C'est ton système. Tu es dramatique. Il lève les yeux au ciel, un geste que je reconnais comme celui de Théo. Clémence aide juste un peu à la maison, c'est bon pour elle. J'ouvre la bouche pour protester, mais Sophie entre dans la cuisine. Papa, Théo et moi allons au centre commercial. Tu as promis de nous donner de l'argent pour des baskets. Antoine changeait immédiatement de ton. Sa voix s'adoucit. Ah, bien sûr, ma princesse. Prends mon portefeuille dans ma veste. Il y a assez. Sophie courte, vers sans père. L'embrasse sur la joue, puis sort en trombe. Je l'entends crier à son frère. Il a dit oui. Intéressant, dis-je. Pour certains enfants, tu as de l'argent pour des baskets, mais pour d'autres, tu n'achètes même pas de vêtements corrects. Antoine se tourne vivement vers moi. Arrête. Maman,
Tu ne connais pas toute la situation. Clémence a tout ce dont elle a besoin. Les besoins, oui, et l'attention, l'amour, un traitement équitable. Les enfants de Céline ont juste besoin de plus d'attention maintenant. C'est un âge difficile, une transition. Clémence est plus facile, elle est calme. Parce qu'elle est intimidée. Je secouai la tête. Tu ne vois pas ce qui se passe dans ta propre maison. À ce moment, Théo entre dans la cuisine, déjà habillé pour sortir. Son nouveau smartphone à la main. Ah, papa, on y va. On sera là pour le dîner, d'accord? Ne dépensez pas tout en bêtises. Antoine lui sourit et surveille ta sœur. Bien sûr. Théo ne me regarde même pas en quittant la cuisine. Clémence ne vient pas avec vous. Dis-je, bien que je connaisse la réponse. Pourquoi? Antoine semble sincèrement surpris. Elle s'ennuierait là-bas. Oh, peut-être qu'elle veut aussi des nouvelles choses, ou juste passer du temps avec sa famille. Antoine soupire, visiblement irrité. Maman, arrête. Clémence sera très bien à la maison avec son nouveau livre. Elle n'aime pas les endroits bruyants. Je doute qu'on lui demande son avis, mais je change de tactique. En parlant d'argent, tu as dit que les choses allaient bien au travail. Oui. Antoine hoche la tête, ravi de changer de sujet. J'espère une promotion d'ici la fin de l'été. C'est super. Je souris. Donc bientôt, vous pourrez vous passer de mon aide pour l'hypothèque. Moi, si, Nat. Le sourire d'Antoine s'efface. Eh bien, pas tout de suite. L'augmentation sera progressive. Je vois. Je hoche la tête. Les baskets, les smartphones, les vacances au bord de la mer. Tout ça fait partie de ce processus progressif. Antoine rougit. Tu surveilles mes dépenses? Non, j'observe. Et ce que je vois ne me plaît pas. Antoine, tu utilises mon argent pour gâter les enfants de ta femme, pendant que ta propre fille est traitée comme une servante. Ce n'est pas vrai. Il hausse la voix. J'aime tous mes enfants de la même manière. Alors pourquoi je ne t'ai jamais vu enlacer Clémence, l'embrasser, lui demander comment elle va à l'école, mais tu appelles Sophie princesse et lui donnes de l'argent quand elle demande? Antoine détourne le regard, ses épaules tendues. Tu ne comprends pas. Céline est très sensible à la façon dont je traite ses enfants. C'est dur pour eux, depuis le divorce, surtout pour Théo. Son père est à peine impliqué. Et Clémence, elle aussi, elle a du mal. Elle se sent comme une étrangère dans sa propre famille. C'est absurde. Antoine agite la main. Clémence va parfaitement bien. C'est juste une enfant calme. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvre et la voix de Céline retentit. Je suis rentrée. J'ai pu partir plus tôt? Elle apparaît dans la cuisine, encore en tenue de travail, chemisier strict et jupé. Son visage change en me voyant. Margot, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Une visite spontanée, dis-je. Je voulais passer du temps avec ma petite fille. Céline sourit, mais ses yeux restent froids. C'est gentil. Clémence sera ravie. Elle demande souvent de toi. Vraiment? Je ne cache pas ma surprise. Je ne pensais pas que son avis comptait beaucoup dans cette maison. Un silence tendu s'installe. Céline regarde Antoine, qui secoue légèrement la tête. Quelque chose ne va pas, démente-t-elle prudemment. Maman pense qu'on maltraite Clémence, dit Antoine sèchement. Le visage de Céline change instantanément. Ses sourcils se lèvent. Sa bouche s'ouvre dans un choc fin. Quoi? C'est un malentendu. Nous aimons Clémence. C'est notre enfant. Mais ça. Alors pourquoi fait-elle des corvées pendant que les autres s'amusent? Dis-je franchement. Céline ajuste ses cheveux, un geste qu'elle fait quand elle est nerveuse. Margot, tu te méprends. On l'habitue juste à l'ordre. Théo et Sophie aident aussi. Ils ont juste plus de cours et d'activités extrascolaires. Comme à l'heure au centre commercial pour des baskets. Je lève un sourcil.
Céline jette un regard rapide à Antoine. C'était prévu depuis longtemps. Sophie a grandi de ses baskets et Théo a une compétition à venir. Clémence a-t-elle de nouvelles chaussures, des livres, des jouets, des gadgets? Elle a tout ce dont elle a besoin, dit Céline fermement. Nous ne gâtons pas les enfants. Sauf Théo et Sophie. Je ne cède pas. Je viens de voir Antoine leur donner de l'argent pour sa muse. Pendant qu'on demandait à Clémence de nettoyer la cuisine, Céline s'approche de son mari, posant une main sur son épaule, un front uni contre moi. Margot, nous te respectons. Mais l'éducation est notre responsabilité. Nous avons notre système. Et ça fonctionne. Clémence est une enfant heureuse et en bonne santé. En es-tu sûre? Je la regarde droit dans les yeux. Quand lui as-tu demandé pour la dernière fois si elle était heureuse? Céline ne soutient pas mon regard. Se tournant vers la cuisinière, je pense qu'on doit tous se calmer, dit-elle doucement. Prenons un thé. Antoine, chérie, peux-tu aller chercher Clémence? Je suis sûre qu'elle veut montrer ses nouveaux dessins à grand-mère. Chérie. L'hypocrisie dans sa voix est presque palpable. Elle essaye d'étouffer le conflit, de créer une illusion de normalité. J'ai vu ce comportement chez mes clients quand j'étais comptable, des gens cachant des fraudes financières derrière une façade amicale. J'irai moi-même, dis-je, me dirigeant vers la cuisine. Maman. Antoine me prend la main. N'en faisons pas toute une histoire. On s'en sort bien avec l'éducation. Je libère ma main. Je vois comment vous vous en sortez, et ça ne me plaît pas. En montant l'escalier, j'entends des voix étouffées dans la cuisine. Céline murmure quelque chose avec véhémence à Antoine. Je frappe à la porte de la chambre de Clémence. Entre, sa voix prudente. Clémence est assise sur le lit, feuilletant son nouveau livre, ses doigts touchant délicatement les illustrations colorées, comme si elle craignait de les abîmer. Ah, tu aimes le livre, ma chérie. Je m'assis à côté d'elle. Beaucoup, hoche-t-elle. Surtout le tricératops. Il a des cornes trop cool. Je souris, caressant ses cheveux. Clémence, je veux que tu saches que tu peux toujours me dire si quelque chose ne va pas, si quelque chose te dérange ou t'attriste. Elle lève les yeux vers moi, une lueur de peur dans le regard. Tout va bien. Grand-mère. Non. Je prends sa main. Je pense que tu as du mal. J'ai vu papa te crier dessus aujourd'hui. Clémence baisse la tête. Je n'ai pas eu le temps de nettoyer. J'ai essayé. Mais Théo a renversé du jus. Et il a dit que c'était ma faute. Et j'ai dû nettoyer après lui. Elle hoche la tête, sans lever les yeux. Ça arrive souvent, qu'il te fasse nettoyer, et qu'il n'aide pas. Clémence reste silencieuse un moment, puis répond très doucement. Maman dit que je dois être utile, parce que je vis dans leur maison. Quelque chose se brise en moi. Clémence, c'est ta maison. Tu n'es pas une invitée ici, et tu n'as pas à gagner ta place dans la famille. Ses petites épaules tremblent. Je l'enlace, et elle se blottit contre moi. Théo et Sophie disent que je ne suis pas une vraie sœur, murmure-t-elle, que personne ne veut de moi. Message. Ce n'est pas vrai. Je la serre plus fort. Tu es très importante. Moi, je veux de toi. Et tes parents aussi? À cet instant, la porte s'ouvre, et Céline apparaît avec un sourire forcé. Vous êtes là? J'ai fait du chocolat chaud. Clémence, descends à la cuisine. Ma petite fille se crispe dans mes bras. On va rester ici un peu, dis-je calmement. On regarde un livre sur les dinosaures. Mais le chocolat va refroidir, insiste Céline, son sourire encore plus faux. Apporte-le ici, si ce n'est pas trop de mal. Je souris en retour. On est plus à l'aise, ici. Céline veut visiblement protester, mais se retient. D'accord, mais ne restez pas trop longtemps. Clémence a un cours de lecture aujourd'hui. Après son départ, je me tourne vers ma petite fille. Quel cours de lecture?
C'est un pas moche, tu es des filles. Maman me donne des livres de syllabes, explique Clémence. Je dois lire 20 pages par jour. Mais tu lis déjà bien, dis-je, surprise. Oui. Mais maman dit que je dois être la meilleure de la classe. Hausse-t-elle les épaules. Sinon, je ferai honte à la famille. C'est et trop, une enfant de 7 ans ne devrait pas craindre de faire honte à sa famille à cause de sa lecture, ne devrait pas se sentir comme une servante chez elle, ne devrait pas penser que personne ne veut d'elle. Nous passons 1 heure de plus ensemble à regarder le livre et parler de dinosaures. Elle se détend peu à peu, souriant. Rien de même. Quand je m'apprête à partir, elle m'enlace fort. Reviens demain, grand-mère, dit-elle. Je reviendrai, ma chérie, et tu sais quoi? Et si tu venais chez moi toute la journée, on pourrait faire des biscuits et regarder des dessins animés. Ses yeux s'illuminent, puis s'éteignent. Maman ne me laissera pas. J'ai des devoirs et des corvées. Laisse-moi m'en occuper. Je lui fais un clin d'œil. Ça ira. En descendant l'escalier, je trouve Antoine et Céline dans le salon, discutant à voix basse. Mais ils s'arrêtent en me voyant. Je pars, dis-je, mais j'ai une proposition. J'aimerais emmener Clémence chez moi toute la journée demain. Céline ouvre la bouche pour protester, mais Antoine la devance. Bien sûr. Maman, c'est une bonne idée. Ça fait longtemps que vous n'avez pas passé du temps ensemble. J'y réalise qu'il veut juste éviter un conflit. Mais ça me convient. Super. Je viendrai la chercher à 9 heures demain matin. En rentrant, je réfléchis à tout ce que j'ai vu et entendu. La situation est pire que je ne le pensais. Mon fils et sa femme ont créé un environnement toxique où Clémence est rejetée, humiliée, utilisée. Ils dépensent mon argent pour le divertissement des enfants de Céline, tandis que ma petite fille ne reçoit même pas l'attention et les soins de base. Henri disait toujours « Sa argent est un outil. Margot, il peut créer ou détruire. » Maintenant, mon argent soutient un système qui détruit la psyché d'une enfant. Chez moi, je m'assieds à la table et sors un dossier de documents financiers, l'accord avec la banque, pour copayer l'hypothèque de mon fils, les relevés de compte montrant les virements réguliers, les titres de propriété de la maison. L'heure des compromis et des discussions douces est révolue. Je ne peux pas laisser cette attitude envers Clémence continuer. Si le soutien financier est le seul levier que j'ai sur mon fils, je l'utiliserai. La journée passée avec Clémence ne fait que renforcer ma détermination. Elle est transformée loin de sa famille, riante, bavardant, courant dans mon jardin, criant d'excitation. Je ne reconnais pas cette fillette joyeuse dans l'enfant calme et effrayé de la maison d'Antoine. Nous faisons des biscuits aux pépites de chocolat. Regardons des dessins animés sur les dinosaures. Fabriquant des objets en papier, je sors un vieil album photo et lui montre des images d'Antoine bébé. Clémence regarde, émerveillée. Le garçon souriant qui construit des châteaux de sable et fait du vélo. « C'est vraiment mon papa, demande-t-elle, touchant les photos avec incrédulité. « Eh, oui, ma chérie, c'était un garçon très joyeux et gentil. » Maintenant, il se fâche beaucoup, dit-elle doucement, et cette simple constatation me brise le cœur. Quand il est temps de rentrer, son visage s'assombrit immédiatement. Elle range soigneusement ses nouveaux livres et bricolages dans son sac à dos. À la porte de la maison d'Antoine, elle m'enlace fort. Merci, grand-mère. C'était la meilleure journée de ma vie. Céline nous accueille avec un sourire étrange, emmenant rapidement Clémence à l'étage pour se changer après la promenade. Antoine n'est pas là. Travaillant, même un jour de congé, explique ma belle-sœur. De retour dans ma chambre. Je compose le numéro de Harrison Tissier. Henri et moi étions amis avec la famille Tissier depuis plus de 30 ans. Harrison était notre avocat, s'occupant des transactions, assurances, impôts. Après la mort de Henri, il a géré tous les aspects légaux de la succession. Margot, quelle agréable surprise. La voix de Harrison est aussi joviale qu'il y a 20 ans,
bien qu'il ait déjà 70 ans. Que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de conseils. Harry, ça concerne mes obligations financières envers mon fils. Bien sûr. Quand peux-tu passer? Fan. Nous convenons de nous rencontrer le lendemain à son bureau. Harrison est semi-retraité, mais conserve un petit bureau dans le cabinet qu'il a fondé. Le matin est nuageux. Je porte un tailleur strict, une habitude de mes jours de travail. Les décisions sérieuses exigent le bon état d'esprit. Je range tous les documents financiers liés à la maison d'Antoine dans une mallette et me dirige vers le centre de Réville. Le bureau d'Harrison est dans un vieux bâtiment en briques, rue des Érables. Sa secrétaire, Madame Potier, qui travaille avec lui depuis toujours, m'accueille avec un sourire. Madame Hughes, ça faisait longtemps. Monsieur Tissier vous attend. Ça. Harrison se lève de son bureau en me voyant entrer. Les années ont ajouté du gris à ses cheveux roux, mais ses yeux bleus restent perçants. Margot, tu es magnifique. Il m'enlace? Comment vas-tu? Pas mal, Harry. Mais il y a une situation à résoudre. Nous nous asseyons dans les fauteuils en cuir près de son bureau. Je sors mon dossier. C'est à propos de la maison d'Antoine. Tu te souviens? J'ai aidé avec la compte il y a 5 ans. Bien sûr, on a signé un contrat avec la banque. Tu payes les 2/3 de l'hypothèque chaque mois depuis. Je lui montre les relevés bancaires. C'était une solution temporaire, jusqu'à ce qu'Antoine se remette sur pied, mais les choses ont changé. Bien. Je résume ce qui se passe chez mon fils. La négligence envers Clémence, la position privilégiée des enfants de Céline, les dépenses déraisonnables, malgré les difficultés financières déclarées. J'ai décidé d'arrêter le financement, dis-je en conclusion. Je veux savoir quelles sont les implications légales. Harrison écoute attentivement, examine les documents, puis se cale dans son fauteuil. Légalement, tu n'es pas obligé de continuer les paiements. Le contrat avec la banque te désigne comme tiers payeur. Mais Antoine est l'emprunteur principal. Si tu arrêtes, il sera entièrement responsable du remboursement. Et s'il ne peut pas payer, la banque entamera une procédure de saisie. D'abord des avertissements, des frais de retard. Puis, si rien ne change, la mise aux enchères de la maison pour rembourser la dette. Je hoche la tête. C'est la réponse que j'attendais. Ah, il y a autre chose. Harrison se penche en avant. Pendant que tu parlais, j'ai vérifié l'adresse. Antoine a contracté un prêt supplémentaire sur la maison, il y a 8 mois, une somme conséquente. Je me fiche. Digérant l'information. Un prêt sur valeur immobilière. Mais il n'a pas encore remboursé l'hypothèque initiale. Oui, mais il y avait déjà de la valeur dans la maison, grâce à ton acompte et tes paiements réguliers. Les banques accordent souvent un second prêt contre cette valeur. Et à quoi a servi cet argent? Je sens la colère monter. Harrison haussait les épaules. Je ne peux pas te le dire. Mais vu le montant, environ 50 000 €, ce n'était pas pour réparer le toit. Je me souviens de la nouvelle voiture de Céline, des vacances au bord de la mer, des gadgets coûteux pour les enfants. Tout s'explique. Et je n'en savais rien. Je secouais la tête, alors que je payais une grande partie de la première hypothèque. Ça, il n'avait pas à te le dire, dit Harrison. Légalement, la maison lui appartient. Mais c'est moi qui en paye une grande partie. Je me redresse. Eh bien, ça clarifie les choses. Harry, j'ai besoin d'une manière légalement sûre d'arrêter de financer la maison. Harrison hoche la tête. Le plus simple est de notifier à la banque que tu arrêtes les paiements supplémentaires sur le prêt d'Antoine Hughes. Je préparerai une lettre à cet effet. Je te conseille aussi de modifier l'ordre permanent avec ta banque. Oh! Qu'arrive-t-il à Antoine et sa famille? Ils auront le choix. Trouver un moyen de payer la totalité de l'hypothèque eux-mêmes, vendre la maison pour rembourser la dette, ou attendre que la banque entame la saisie. Dans ce dernier cas, la maison serait vendue aux enchères. Probablement,
en dessous de la valeur du marché. La dette serait remboursée et le solde, s'il y en a, serait remis à Antoine. J'y réfléchis. La situation est désagréable, mais je ne vois pas d'autre option tant que mon fils dépend de moi, financièrement. Il n'a aucune incitation à changer. Ça, c'est prépare. La lettre. Harry, encore une chose, à propos de mon testament. Bien. Nous passons 1 heure de plus dans le bureau de Harrison, discutant des détails. En sortant, j'ai le cœur lourd, mais je me sens soulagé par la décision prise. À la banque, j'annule l'ordre permanent pour transférer l'argent au compte hypothécaire d'Antoine. Puis je décide de ne pas reporter la discussion avec mon fils. Je l'appelle sur son portable. Maman, quelque chose ne va pas. Il semble surpris. Je l'appelle rarement pendant ses heures de travail. Il faut qu'on parle. Antoine, c'est important. Peux-tu passer chez moi après le travail? C'est compliqué aujourd'hui. Céline et moi avons des plans ce soir. Ça, mon? Annulez-les. Mon ton ne laisse place à aucune objection. Je t'attends à 18 heures. Une pause. D'accord, répond-il enfin. Mais qu'est-ce qui se passe? À tout à l'heure. Antoine. Je passe l'après-midi à préparer la conversation. Je prépare un thé fort et sors des biscuits, le rituel habituel pour les discussions sérieuses dans notre famille. À 17h50, j'entends la voiture d'Antoine s'arrêter. Mon fils entre, le visage fatigué. Je désigne le fauteuil en face de moi. Assieds-toi. Du thé? Qu'est-ce qui se passe, maman? Il ignore et l'offre. On dirait qu'un drame terrible est arrivé. Pas terrible? Je versai une tasse de thé. Mais c'est sérieux. J'ai décidé d'arrêter de financer votre maison. Antoine se fige, puis sourit nerveusement. Comment ça? Arrêter le financement? Exactement ce que je dis. Je ne ferai plus de paiement pour votre hypothèque. À partir de ce mois-ci, tu es entièrement responsable des versements. Il me fixe, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert les yeux. Je sirotais mon thé. J'ai vu comment vous traitiez Clémence. Je t'ai vu lui crier dessus. Théo et Sophie se moquaient d'elle. Comment Céline fait faire des corvées à une enfant de 7 ans pendant que ses enfants s'amusent? Le visage d'Antoine s'assombrit. Tu recommences. Je t'ai dit, on lui apprend juste la responsabilité. Non, Antoine, vous en faites une servante. Et vous utilisez mon argent pour gâter les autres enfants. Ce n'est pas vrai. Il hausse la voix. On traite tous les enfants pareil. Vraiment. J'élève un sourcil. Alors explique-moi pourquoi Théo a un nouveau smartphone et un vélo. Sophie a un abonnement à la piscine et des vêtements chics. Et Clémence porte des t-shirts usés trop petits pour elle. Pourquoi ils vont au centre commercial et elle reste à la maison à faire ses devoirs? Pourquoi ils partent en vacances avec vous et elle reste chez sa grand-mère? Antoine détourne le regard. Tu ne comprends pas? Chacun a des besoins différents. Théo a besoin d'un téléphone pour rester en contact avec ses amis. Sophie a besoin de cours de natation pour sa santé. Et Clémence, elle est une enfant casanière. Elle est casanière, parce que vous ne lui donnez pas d'autre choix. Je secoue la tête. Mais il y a plus. J'ai découvert le 2e prêt que tu as contracté sur la maison. Antoine tressaille. Ses yeux s'écarquillent. D'où tu? Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu as emprunté une grosse somme sans m'en dire un mot, alors que je paye la majeure partie de votre première hypothèque. Et d'après ce que je vois, la nouvelle voiture de Céline, les vacances, les gadgets, cet argent n'a pas servi à quelque chose d'essentiel. On avait des dettes, commence Antoine, hésitant. Des cartes de crédit, les frais de scolarité des enfants, des factures, les frais de Théo et Sophie. Je précise, pas Clémence.
Elle va dans une école publique ordinaire. Antoine bondit de sa chaise. Tu nous espionnes, tu comptes notre argent. Non. Je le regarde calmement. J'observe, et ce que je vois ne me plaît pas. Tu utilises mon argent pour vivre au-dessus de tes moyens, et tu maltraites ma petite fille. Tiens. C'est injuste, s'exclame-t-il. Tu ne peux pas arrêter l'aide comme ça. Je peux. Je pose la tasse sur la table, et je l'ai déjà fait. J'ai annulé l'ordre permanent à la banque et envoyé un avis à l'organisme de crédit. À partir du 1er du mois prochain, les paiements sont entièrement à ta charge. Antoine blame it. Tu ne feras pas ça. C'est déjà fait. Mais on ne peut pas payer la totalité. La panique perçait dans sa voix. Et on n'a pas assez d'argent. Alors vous devrez revoir vos dépenses. Je hausse les épaules. Oh, achetez moins, dépensez moins pour les loisirs. Comme les gens normaux vivent avec un budget. Antoine passe une main dans ses cheveux, un geste qu'il fait toujours quand il est nerveux. Maman, tu ne peux pas nous faire ça. On pourrait perdre la maison. Oui, c'est une possibilité. J'acquiesce. Si tu ne trouves pas un moyen de payer l'hypothèque tout seul, et tu te fiches que tes enfants finissent à la rue, je me soucie qu'une de mes petites filles soit humiliée dans sa propre maison, dis-je fermement. Et je ne crois pas que vous finirez à la rue. Au minimum, vous pouvez vendre la maison et acheter quelque chose de plus abordable, ou louer un appartement. Antoine me fixait, comme s'il me voyait pour la première fois. Je ne te reconnais pas. Maman, tu n'as jamais été aussi cruelle. Ce n'est pas de la cruauté, Antoine, c'est de la justice. J'ai fermé les yeux trop longtemps sur ce qui se passait. Il est temps que nous affrontions tous la vérité. Yenem. Il s'effondre dans son fauteuil, les épaules affaissées. Qu'est-ce que tu veux? Demande-t-il doucement. Que je m'excuse? D'accord. J'ai été trop dur avec Clémence. Je me rattraperai. Il ne s'agit pas d'excuses. Je secoue la tête. Il s'agit de toi laissant ta nouvelle famille repousser ta propre fille, utilisant mon argent pour offrir des privilèges aux enfants de ta femme, pendant que Clémence vit comme Cendrillon. C'est exagéré. Non. Antoine, je l'ai vu de mes propres yeux, et la décision est prise. Mon fils change soudain de tactique. Son visage s'adoucit, un regard suppliant dans les yeux, une expression que je reconnais de son enfance, quand il voulait un nouveau jouet ou rester dehors tard avec ses amis. Maman, soyons raisonnables. Peut-être qu'on peut trouver un compromis. Je promets de faire plus attention à Clémence, de m'assurer que Théo et Sophie la traitent mieux. Céline fera des efforts aussi. On arrangera ça. Je suis sûre que vous le ferez. Je hoche la tête, surtout maintenant que votre bien-être financier en dépend, mais ma décision reste la même. Antoine serre les poings. Tu ne peux pas nous faire ça. Après tout ce qu'on a traversé, après la mort de papa, j'ai été là pour toi. Tu me rendais visite une fois par mois, Antoine, dis-je doucement. Ça ne compte pas vraiment comme être là pour moi, et j'ai toujours géré mes finances seul. Tu le sais. Il se lève, faisant les 100 pas nerveusement. C'est Camille. Elle t'a monté contre moi pendant ta visite. Toujours la petite fille à papa, toujours à me faire passer pour le méchant. Ta sœur n'a rien à voir avec ça. Je secoue à la tête. C'est ma décision, basée sur ce que j'ai vu de mes propres yeux. Antoine s'arrête brusquement. D'accord, je comprends ta position, mais je ne crois toujours pas que tu iras jusqu'au bout. Maman, tu n'es pas ce genre de personne. Tu ne laisserais pas ta famille dans le pétrin. Je vois une étrange assurance dans ses yeux. Il ne croit vraiment pas que je suis capable d'un tel pas décisif. Dans son esprit, je suis encore la mère douce et conciliante qui finira par céder et continuer à aider. Quoi qu'il arrive, ne me mets pas à l'épreuve. Antoine, dis-je doucement. Je t'aime, tu es mon fils, mais je ne soutiendrai plus ce qui se passe chez toi. Il sourit.
et dans ce sourire, je vois de la condescendance. Ah, d'accord. Maman, tu as fait valoir ton point, j'ai entendu. Reparlons-en dans une semaine, quand tout le monde se sera calmé. Bien, il est si sûr que ce n'est qu'un éclat émotionnel de ma part, une menace temporaire qui ne se réalisera pas. Cette assurance renforce ma détermination. Rien ne changera dans une semaine. Antoine. L'ordre permanent est annulé. L'avis est envoyé à la banque. Tu recevras les factures complètes de l'hypothèque dès le 1er du mois. Comme tu veux. Il sourit toujours, bien qu'une lueur d'inquiétude passe dans ses yeux. Je dois y aller. Céline m'attend. Il se dirige vers la porte, mais se retourne sur le seuil. Je sais que tu ne le feras pas. Maman, tu as toujours dit que la famille était ce qu'il y a de plus important. C'est pourquoi je fais ça, dis-je, pour Clémence, qui est aussi ma famille. Quand la porte se referme derrière Antoine, je reste immobile longtemps. Quelque chose me dit que ce n'est que le début d'un long et difficile chemin. Mais, pour la première fois depuis des années, je sens que je fais ce qu'il faut, même si ça fait mal. Parfois, il faut prendre du recul pour voir l'ensemble. Et maintenant que je l'ai vu, il n'y a pas de retour en arrière. 2 mois passent dans un étrange silence. Antoine n'appelle pas, ne vient pas, je ne vois pas Clémence non plus. Ce qui m'inquiète le plus, j'essaie de leur rendre visite plusieurs fois, mais Céline trouve toujours des excuses pour m'éloigner. Clémence est malade. Ils sont absents, ou elle a un cours particulier. J'appelle le téléphone fixe de la maison en journée, quand les parents sont au travail, mais Théo ou Sophie répondent généralement, disant que Clémence est occupée. Je parviens à lui parler une fois, juste 1 minute. Avant que Sophie ne prenne le téléphone, Clémence murmure « Grand-mère, il ne me laisse pas te voir. » La fin juillet est particulièrement chaude. Je travaille dans le jardin tôt le matin, pendant que le soleil est doux. Quand je remarque une voiture de police roulant lentement dans la rue, elle s'arrête devant la maison d'Antoine et 2 hommes descendent avec des dossiers. Pas des policiers, des huissiers. Je me fige. Ficelles en main. La procédure de saisie a commencé. Si vite d'habitude, les banques donnent plus de temps avant de recourir à des mesures extrêmes. 20 minutes plus tard, les huissiers partent. Fixant un document à la porte, 1 heure après, je vois Antoine rentrer précipitamment, probablement appelé au travail. Il arrache le papier, le lit rapidement et le froisse avec rage. Je décide d'attendre qu'il me contacte le lendemain. Le téléphone sonne. Maman. La voix d'Antoine est abattue. Il faut qu'on parle. Bien sûr, dis-je calmement. Passe quand tu veux. Je serai là dans 1 heure. Il arrive encore plus tôt. Il semble amaigri, les yeux cernés, sa chemise froissée. Rien à voir avec l'homme sûr de lui qui m'assurait, il y a 2 mois, que je n'irai pas jusqu'au bout. La banque a commencé la procédure de saisie, dit-il sans préambule, s'effondrant dans un fauteuil, mais ils mettent la maison aux enchères dans 3 semaines. J'y hoche la tête, lui versant du thé. Je m'y attendais. Avez-vous manqué des paiements? 4. Il se frotte le visage. J'ai essayé de négocier une restructuration, mais à cause du 2e prêt, ils n'ont rien voulu savoir. Je vois. Que comptes-tu faire? Antoine lève les yeux vers moi, épuisé. Que peut-on faire? On n'a pas assez d'argent pour rembourser la dette. On va devoir déménager. Avez-vous trouvé un autre logement? Céline a repéré un appartement au nord, 2 chambres. Petit, mais c'est tout ce qu'on peut se permettre pour l'instant, dit-il doucement. Maman, je suis venu demander de l'aide. Pas pour la maison. Je sais que c'est fini, mais on a besoin d'argent pour le 1er et le dernier mois de loyer. Pour le déménagement. Juste quelques milliers. J'y regarde mon fils attentivement. Il semble vraiment abattu et sincère. Et Clémence? Comment a-t-elle pris la nouvelle du déménagement? Antoine détourne le regard. Ça va? Les enfants s'adaptent plus vite que les adultes.
mais 2 chambres. Où va-t-elle dormir? Dans la chambre avec Sophie, bien sûr, elles s'entendront. J'en doute, vu l'attitude de Sophie envers sa demi-sœur. Ça, je dois voir Clémence. Dis-je fermement. Je n'ai pas donné d'argent tout ce temps parce que je voulais que vous reconsidériez votre attitude envers elle. Quelque chose a-t-il changé? Antoine soupire. On essaye. Maman? Mais ce n'est pas le moment. On est tous stressés par le déménagement. C'est pourquoi je veux voir ma petite fille. Elle doit savoir que je suis là pour elle dans toutes les situations. D'accord. Il accepte à contre-cœur. Passe demain après-midi. On sera tous à la maison, à emballer. Le lendemain, je marche vers la maison d'Antoine, le cœur lourd. Quelque chose me dit que ce ne sera pas facile. La voiture de Céline est garée dans l'allée. À côté d'un minivan marqué d'un logo de déménagement, le processus a commencé. Céline ouvre la porte. Son visage est tendu, mais elle tente de sourire. Margot. Entre eux, on est en plein emballage. La maison est un chaos. Carton, sacs, meubles démontés. Théo et Sophie sont dans le salon, absorbés par leurs gadgets, indifférents à ce qui se passe. Où est Clémence? Disiez, sans perdre de temps, en bavardage. En haut, dans sa chambre, répond Céline. Elle aide à emballer. Quel fil appliqué? Yes. Je monte l'escalier et trouve Clémence pliant soigneusement ses quelques vêtements dans une valise usée. En me voyant, elle se précipite pour m'enlacer. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, ma chérie. Je la serrai fort, sentant son petit cœur battre. Comment vas-tu? Ah, ça va, hausse-t-elle les épaules. On déménage. Papa dit que le nouvel appartement sera petit. Mais il y a un parc à côté. Es-tu excitée? Clémence reste silencieuse un moment, puis dit très doucement « Je ne sais pas. Sophie est fâchée de devoir partager sa chambre avec moi. Elle a dit qu'elle jetterait mes affaires si je prenais trop de place. » Mon cœur se serre. Rien n'a changé. Toujours le même harcèlement. Toujours la même négligence. Et ton école? Pourras-tu continuer là-bas? Non, son visage s'attriste. Papa a dit que j'irai dans une nouvelle école, mais Abby, ma meilleure amie, n'y sera pas. À cet instant, Céline entre dans la pièce avec un sourire enjoué. Clémence, ma chérie, descends. Papa veut te parler de la nouvelle école. Ma petite fille hoche la tête docilement et se dirige vers la porte, me jetant un dernier regard. Seul, le sourire de Céline s'efface. Antoine a dit que tu venais offrir de l'aide. Son ton devient professionnel. Est-ce vrai? Je suis venu voir Clémence, dis-je, et évaluer la situation. Comme tu peux voir, ce n'est pas une situation agréable. Céline regarde autour d'elle. On perd la maison à cause de ta décision. À cause de la décision d'Antoine de contracter un prêt qu'il ne pouvait pas rembourser, je corrigeai, et de votre choix commun de dépenser l'argent pour des luxes au lieu des besoins essentiels. Céline pince les lèvres. C'est du passé, là. On a besoin d'aide. Et Clémence aussi. C'est pour elle que je m'inquiète le plus. Je croise les bras. Comment a-t-elle vécu ces 2 derniers mois? Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé la voir? On était bouleversé par ta décision. Céline hausse les épaules. C'est une réaction naturelle et utiliser un enfant comme outil de vengeance n'est pas une réaction naturelle. Dis-je. C'est de la manipulation. Céline change soudain de tactique. Son visage s'adoucit. Un ton suppliant dans la voix. Margot, soyons honnêtes. Nous faisons tous des erreurs. Peut-être n'avons-nous pas toujours été justes avec Clémence. Mais c'est vraiment dur pour nous en ce moment. Et Clémence souffre le plus. Nouvelle école, appartement exigu. Partager une chambre avec Sophie, qui, je l'admets, n'est pas toujours gentille avec elle.
J'écoute attentivement, essayant de comprendre où elle veut en venir. Ça, que proposes-tu? Peut-être. Céline marque une pause, comme si elle réfléchissait à l'instant, bien que je sois sûre que tout était prévu. Peut-être que Clémence pourrait rester chez toi un moment, jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. Ce serait mieux pour tout le monde. Elle aurait sa propre chambre, une école familière, et ce serait plus facile pour nous dans le petit appartement. Donc, voilà, ils ont décidé d'utiliser Clémence comme appât pour obtenir de l'argent de moi. Combien de temps? Jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied. D'ici. Eh bien, Céline fait d'un geste vague, jusqu'à ce qu'on trouve un logement plus grand, peut-être quelques mois. Et vous attendez que je soutienne Clémence pendant ce temps, que je paye ses frais, son école, ses vêtements. Ce serait très utile. Céline sourit. On aidera comme on peut, bien sûr. J'ai réfléchi. C'est tentant d'accueillir Clémence, de lui offrir une vie normale, mais je ne fais pas confiance aux motifs de Céline et Antoine. Il faut que j'en parle avec mon fils. Je descends et trouve Antoine dans le bureau, triant des papiers. Céline a suggéré que Clémence reste chez moi, dis-je sans préambule. Antoine hoche la tête, pas surpris. Oui, on en a discuté. Ça a du sens dans notre situation. Et du côté légal, es-tu prêt à établir une garde temporaire? Il fronçait les sourcils. Oh, une garde? Pourquoi si formelle? C'est juste une solution temporaire. Si Clémence vit avec moi, j'ai besoin d'avoir le droit de décider pour son éducation, sa santé, sa sécurité, dis-je, sans garde légale. C'est impossible. Et Antoine reste silencieux un moment, réfléchissant. D'accord, si ça te rassure, mais ce doit être une garde temporaire. Et on conserve le droit de voir notre fille quand on veut. Bien sûr, dis-je. Je n'interférerai jamais avec vos contacts. Les jeter. Il y a une autre question. Si Clémence vit avec moi, je subviendrai entièrement à ses besoins. Mais je ne vous donnerai pas d'argent. Le visage d'Antoine s'assombrit. Donc, tu prends notre fille, mais tu refuses de nous aider avec le logement. Je ne la prends pas, Antoine. Je lui offre de la stabilité pendant que vous réglez vos problèmes. C'est ce que Céline a suggéré. Et je suis d'accord. Mais je ne finance pas votre mode de vie. Tu sais, on n'a même pas l'argent pour la caution de l'appartement. Vende la voiture de Céline, dis-je. Mais, ou les gadgets de Théo, ou les bijoux que tu as achetés pour ta femme, vous avez assez d'objets de valeur pour réunir l'argent nécessaire. Antoine frappe du poing sur la table. Tu fais ça exprès? Tu nous punis? Non, mon fils, j'ai juste arrêté de tolérer vos mauvaises habitudes. Je soupire. Réfléchis à la proposition. Clémence sera mieux avec moi. Jusqu'à ce que vous remettiez votre vie en ordre, elle n'aura pas à changer d'école, d'amis, d'environnement, et vous aurez l'occasion de vous concentrer sur vos problèmes financiers. Il reste silencieux longtemps, puis hoche lentement la tête. D'accord, mais seulement temporairement, et on lui rendra visite tous les week-ends. Une semaine plus tard, tous les documents sont en place. Harrison m'aide avec la partie légale et j'obtiens la garde temporaire de Clémence pour 1 an, renouvelable. Antoine signe les papiers à contre-cœur, mais il n'a pas beaucoup de choix. Le nouvel appartement est vraiment minuscule. Avec 2 petites chambres, Clémence devrait dormir sur un lit de camp dans un coin de la chambre de Sophie. L'emménagement de ma petite fille chez moi se passe étonnamment bien. Elle a si peu d'affaires que tout tient dans une valise et un sac à dos. Je prépare la chambre qui était autrefois celle de Camille pour elle. Lumineuse, spacieuse, donnant sur le jardin, j'achète un nouveau lit, un bureau, des étagères. Quand Clémence voit sa nouvelle chambre, ses yeux s'écarquillent de surprise. Ah, tout ça, c'est pour moi? Demande-t-elle, incrédule. Ah, tout est à toi, ma chérie. Je passe un bras autour de ses épaules. Tu peux la décorer comme tu veux. Chitch. Les premiers jours ne sont pas faciles. Clémence se réveille souvent la nuit.
pleurant. Appelant son papa, je m'assieds avec elle. La câline. Lui raconte des histoires. Peu à peu, elle se calme, s'habitue. Elle commence à sourire plus, à parler plus fort, à rire. Antoine et Céline lui rendent visite le premier week-end. Comme promis, ils apportent une nouvelle poupée, visiblement chère, en robe élégante. Clémence les remercie poliment, mais je vois qu'elle n'est pas particulièrement enthousiaste. Plus tard, elle me confie qu'elle n'a jamais aimé les poupées, elle préfère les livres et les puzzles. Ils ne savent même pas ce que tu aimes. Je pense amèrement. La visite est tendue. Théo et Sophie restent à la maison, faisant leurs devoirs, explique Céline. Antoine est silencieux, répondant aux questions de sa fille sur le nouvel appartement par monosyllabe. Céline tente de donner l'apparence d'une interaction familiale normale, mais ça sonne faux. 3 semaines après l'emménagement de Clémence, je décide de faire mon testament. Un rendez-vous chez le notaire est fixé pour le mardi matin. Harrison est là aussi. Il m'aide à rédiger les documents. Pour que tout soit légalement irréprochable, c'est Madame Hughes, le notaire, un homme âgé à la barbe soignée, me regarde attentivement. Souhaitez-vous modifier votre testament, laissant tous vos biens à votre petite fille, Clémence Hughes? Oui, dis-je, mais à condition que les biens soient placés dans un fonds fiduciaire jusqu'à sa majorité. Harrison Tissier sera le fiduciaire. Je vois, et vos enfants, Antoine et Camille Hughes. Camille recevra certains bijoux de ma mère, dis-je. Ils ont une valeur sentimentale pour elle. Antoine aura la montre et les boutons de manchette de son père, tout le reste. La maison, les comptes bancaires, les investissements, ira dans un fonds pour Clémence. Chiquinang. Le notaire hoche la tête, prenant des notes. Et vous êtes sûr de votre décision? Elle pourrait être contestée en justice par votre fils. Qu'il essaie. Je souris. J'ai toutes les raisons de répartir l'héritage ainsi. Et Harrison m'aidera à le prouver. Si. Qu'il essaye? Je souris. J'ai toutes les raisons de répartir l'héritage ainsi. Et Harrison m'aidera à le prouver. Si besoin, le testament est signé, attesté et officiellement enregistré. Harrison garde une copie dans son bureau et j'en conserve une autre. Je suis soulagé, l'avenir de Clémence est désormais assuré. Quoi qu'il m'arrive, je n'avais pas l'intention d'informer Antoine du changement de testament. Mais le destin en décide autrement. Cet après-midi-là, il passe chez moi à l'improviste, prétendument pour récupérer des papiers de Clémence qu'il avait oublié de donner. Ma petite fille est à l'école. Nous sommes seuls. Je lui offre du thé et nous nous asseyons dans la cuisine, discutant de choses banales. La météo, la santé, les nouvelles de Rayville. Antoine semble tendu, maille poli. Ma mallette avec les documents du notaire est sur la table. Je n'ai pas eu le temps de la ranger depuis mon retour. C'est quoi? Antoine désigne le dossier étiqueté testament. Mes papiers personnels. Je tente de ranger la mallette, mais mon fils est plus rapide. Tu as changé le testament. Il sort le dossier, l'ouvre. Aujourd'hui, Antoine, ça ne te regarde pas. Je tends la main. Rends-le, s'il te plaît. Mais il lit déjà le document, son visage changeant à chaque ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lève les yeux vers moi, le regard sombre, et tu laisses tout à Clémence. Et moi, juste la montre de papa. J'ai le droit sur mes biens, dis-je calmement, et j'ai décidé que Clémence avait le plus besoin de protection et de soutien. Antoine jette le dossier sur la table. Tu me déshérites, Yes, à cause d'une petite rancune, après tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'as-tu fait exactement, Antoine? J'ai le regard droit dans les yeux. Ça a profité de mon argent pendant des années. Laisser ta femme et ses enfants maltraiter ma petite fille. Contracter des prêts dont je ne savais rien. Je suis ton fils, s'exclame-t-il, bondissant de sa chaise. Je suis de ton sang, et tu me traites comme un étranger? Sois c'est
Tu as fait ce choix, Antoine. Je secoue la tête. Quand tu as décidé que ta nouvelle famille était plus importante que ta propre fille, quand tu as laissé transformer Clémence en servante, quand tu as dépensé mon argent pour des luxes, au lieu de donner une vie normale à ton enfant. Je ne te laisserai pas faire ça. Il frappait du poing sur la table. Je contesterai le testament. Sur quelle base? Je lève un sourcil. Sur le fait que j'ai décidé de prendre soin de ma petite fille plutôt que d'un homme de 42 ans qui ne peut pas gérer ses finances. Antoine devient livide. Tu as toujours préféré Camille, toujours mise au-dessus de moi. Et maintenant, tu as trouvé une nouvelle favorite, Clémence. Ce n'est pas vrai, Antoine. Je secoue la tête. Je vous ai aimés tous les deux pareil, et je t'aime encore. Mais l'amour ne signifie pas tolérer l'égoïsme et l'irresponsabilité. Je ne veux plus entendre tes sermons. Il attrape sa veste. Tu m'as trahi, maman. D'abord tu as pris ma maison, puis ma fille. Maintenant tu me déshérites. Quoi d'autre? Ensuite, tu grandiras et commenceras à assumer la responsabilité de tes actes. Dis-je calmement, et peut-être te rappelleras-tu que tu as une fille qui a besoin de son père. J'ai 3 enfants, criait-il, pas seulement Clémence. Mais une seule est de ton sang, dis-je, et c'est celle que tu as abandonnée. Antoine me lance un dernier regard furieux et sort en trombe de la cuisine. La porte d'entrée claque et le moteur de sa voiture rugit. Je reste assise à la table, regardant les papiers éparpillés. C'est la fin. Je le sais, Antoine ne me pardonnera pas ce coup à son ego. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sens que j'ai fait ce qu'il faut. Clémence mérite une meilleure vie, et je suis déterminée à lui offrir, peu importe ce que son père en pense. 1 an s'est écoulé depuis que le rire d'une enfant résonne dans ma maison. Parfois, en me réveillant le matin, je ne me souviens pas immédiatement que je ne suis plus seule, et les bruits dans la cuisine ne sont pas ceux d'Henri préparant son omelette signature, mais Clémence essayant de me surprendre avec une tasse de thé et des toasts à la confiture. L'année a filé. La garde temporaire est devenue permanente. Antoine n'a pas protesté quand il a fallu renouveler les papiers. Lui et Céline ont déménagé dans un petit appartement en périphérie de Réville, dans un quartier que les locaux appellent poliment en développement. 2 fois par mois, ils rendaient visite à Clémence. Ensemble, au début. Puis, de plus en plus, Antoine seul. Leur mariage se fissurait, c'était évident. Même dans leur brève rencontre, Céline reprochait à son mari la perte de leur maison et de leur statut. Lui l'accusait d'être dépensière. Théo, maintenant 16 ans, avait constamment des ennuis dans sa nouvelle école. Sophie s'était renfermée, arrêtant la natation. Je ne jubilais pas, j'avais pitié d'eux, mais je comprenais que cette situation était la conséquence logique de leurs propres décisions. Ce qui me réjouissait vraiment, c'était le changement chez Clémence. Au début, elle était méfiante, silencieuse, effrayée de demander quoi que ce soit, se réveillant souvent en hurlant la nuit. Je devais rester longtemps à son chevet, la rassurant que personne ne lui crierait dessus si elle renversait du jus ou n'avait pas le temps de ranger sa chambre. Peu à peu, sa carapace s'est fissurée. Un matin, je l'ai entendue fredonner en arrosant les fleurs sur le rebord de la fenêtre. Une autre fois, je l'ai surprise dansant devant le miroir avec une brosse à cheveux en guise de micro. De petites choses, mais elles en disaient long. À l'école, Clémence a toujours été une bonne élève, mais ses notes étaient encore meilleures maintenant. La maîtresse, Madame Parkinson, a noté, lors de la réunion, parents-professeurs, que la fillette était devenue plus active dans les discussions, levant la main, allant au tableau. On dirait qu'elle a déployé ses ailes, a dit l'enseignante, et je ne pouvais qu'approuver. J'ai décidé de soutenir le développement de ma petite fille et lui ai proposé de choisir une activité supplémentaire, n'importe laquelle, tant qu'elle lui plaisait.
On peut vraiment choisir n'importe quoi, a-t-elle demandé, incrédule. Bien sûr, ma chérie, sport, art, science. Qu'est-ce qui t'intéresse? Clémence a réfléchi, tripotant le pendentif en croissant de lune, qu'elle portait toujours depuis que je le lui avais donné. J'aimerais apprendre le piano, a-t-elle dit doucement. On nous a montré un concerto à l'école. C'était tellement beau. Je l'ai inscrite à l'école de musique de Madame Phelps, une vieille dame aux cheveux gris et aux yeux bienveillants. Après un mois de cours, elle m'a appelée Madame Hughes. Votre petite fille a une oreille incroyable, a-t-elle dit, excitée. C'est un talent naturel. Elle assimile tout rapidement et joue déjà des morceaux que mes autres élèves mettent 6 mois à maîtriser. Je n'étais pas surprise. Clémence avait toujours aimé la musique, fredonnant des airs entendus à la radio, tapant des rythmes avec ses doigts sur la table. Mais chez Antoine et Céline, il n'y avait pas de place pour développer ce talent. J'ai acheté un piano d'occasion à des voisins qui déménageaient en Floride. Clémence l'adorait, passant des heures à l'instrument, apprenant des gammes et des pièces simples. Ses petits doigts volaient sur les touches avec une agilité étonnante. Après 6 mois de cours, le premier concert de présentation a eu lieu. Je m'assieds dans la salle de l'école de musique, regardant ma petite fille. Dans une robe bleue modeste que nous avions choisie ensemble, montée sur scène, elle s'incline, s'assied au piano et la musique s'écoule. Une pièce simple de Schumann. Mais dans son interprétation, elle sonne particulièrement émouvante. J'avais invité Antoine au concert, mais il n'est pas venu. Il a appelé à la dernière minute, prétextant une urgence au travail. J'ai vu Clémence scruter le public avant le spectacle, cherchant son père, et ses yeux se voilaient quand elle ne l'a pas trouvé. Mais, sur scène, elle s'est ressaisie et a joué parfaitement. En rentrant à la maison, elle me tenait la main fort et parlait de musique, de la pièce qu'elle voulait apprendre ensuite. Pas un mot sur son père. Les visites d'Antoine se raréfient, 1 fois par mois, puis tous les 2 mois, il apportait toujours des cadeaux, chers, mais impersonnels, des poupées dont Clémence ne jouait pas, des robes trop sophistiquées pour tous les jours. Un jour, il a apporté un énorme ours en peluche qui occupait la moitié de sa chambre. « Merci, papa », a-t-elle dit poliment, mais je voyais qu'elle était mal à l'aise. Antoine ne connaissait pas sa fille, ses goûts, ses passions, ses rêves. Il achetait des cadeaux qu'il pensait qu'une fillette de 7 ans devrait aimer, sans réaliser que Clémence n'était pas une enfant ordinaire. Elle préférait les livres sur les dinosaures aux poupées Barbie, les encyclopédies aux magazines de mode, la musique classique aux dessins animés. Pour son 8e anniversaire, nous organisons une petite fête, invitant quelques filles de la classe, dont Abby, sa meilleure amie. Nous commandons un gâteau en forme de piano et décorons la maison avec des ballons. Clémence rayonne de bonheur, acceptant les félicitations et les cadeaux. Antoine arrive avec Céline. La première fois qu'ils sont ensemble, depuis longtemps, ils semblent étrangement polis l'un envers l'autre. Parlant peu, ils offrent à Clémence une tablette dernier modèle, trop chère pour leur situation actuelle. Je remarque Céline scrutant la maison, notant chaque détail, chaque changement que j'ai fait au cours de l'année. Son regard est évaluateur, comme si elle estimait la valeur de tout ce qu'elle voyait. Après la fête, quand les enfants se sont dispersés et que Clémence est montée trier ses cadeaux, Antoine demande à me parler seul. Nous sortons dans le jardin et nous asseyons sur un banc sous un vieux pommier. « Maman, je veux m'excuser. » commence-t-il, détournant le regard pour tout ce qui s'est passé, pour ma façon de me comporter. J'ai regardé mon fils attentivement. Il a beaucoup changé cette année, des tempes grisonnantes, de nouvelles rides autour des yeux, un regard terni. Je suis contente de l'entendre, Antoine, dis-je calmement. Clémence a besoin d'un père qui reconnaît ses erreurs et veut les réparer. Oui, bien sûr, il hoche la tête, mais je ne parle pas seulement de Clémence. Je veux reconstruire notre relation. Maman, nous sommes une famille.
Quoi qu'il arrive. Yes. Quelque chose a-t-il changé dans ta vie? Dis-je franchement. Antoine marque une pause, puis soupire. Céline et moi nous séparons. Elle prend les enfants et déménage chez sa sœur à Seattle. Je suis désolée, dis-je sincèrement, mais je ne peux pas dire que je suis surprise. Ouais. Il sourit amèrement. Je suppose que tu as toujours vu des choses que je ne voyais pas, Céline. Elle n'est pas celle que je pensais. Je ne dis rien. Inutile d'énoncer l'évidence. Que Céline n'a toujours été intéressée que par l'argent et le statut, qu'elle l'a utilisé pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Ça va être dur pour moi tout seul. Continue, Antoine. Financièrement, je veux dire, l'appartement est à mon nom, les meubles sont à moi, mais mon salaire suffit à peine pour les factures. Je m'attendais à ce que la conversation tourne autour de l'argent tôt ou tard. Que proposes-tu? Dis-je neutrement. Peut-être. Je pourrais revenir chez toi. Il me regarde avec espoir. Pas pour toujours, bien sûr. Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied, et Clémence serait contente de me voir tous les jours. J'y réfléchis, une partie de moi veut aider mon fils. Après tout, malgré tout, c'est mon enfant. Mais une autre partie se souvient de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Non, Antoine. Je secoue à la tête. Ce n'est pas une bonne idée. Clémence commence à se sentir en sécurité, à gagner en confiance. Ta présence constante pourrait perturber cet équilibre fragile. Si, mais je suis son père, dit-il. Un dîner? J'ai des droits. Bien sûr, et je n'ai jamais interféré avec tes contacts avec ta fille, dis-je. Mais vivre avec nous, c'est différent. Tu n'es pas prêt pour ce genre de responsabilité. Tu ne me fais toujours pas confiance. Il pince les lèvres. Tu me punis encore pour mes erreurs passées. Je ne te punis pas, Antoine. Je protège Clémence. Et oui, je ne suis pas sûre que tu aies assez changé pour mettre ses intérêts avant les tiens. Le visage de mon fils se tord de colère. Tu ne me donneras jamais une chance. Tu éloigneras ma fille de moi, jusqu'à ce qu'elle oublie complètement qui est sa vraie famille. Miss. Clémence sait exactement qui est sa famille, dis-je calmement. Et tu peux toujours faire partie de sa vie, venir lui rendre visite, passer du temps ensemble, l'emmener le week-end. Mais vivre ici, non. Antoine se lève, serrant et desserrant les poings. Tu vas le regretter. Maman, je peux encore contester la garde. Sur quelle base? Je me lève aussi. Tu ne peux pas offrir de stabilité à une enfant. Tu n'as pas de logement permanent. Ton mariage est brisé. Tes finances sont précaires. N'importe quel tribunal laisserait Clémence avec moi. Il sait que j'ai raison, et ça le rend encore plus furieux. On reparlera de ça, dit-il, et se dirige vers la maison. Après cette conversation, Antoine ne se montre pas pendant presque 3 mois. N'appelle pas, n'écrit pas. Clémence demande de ses nouvelles, et je lui dis que papa est très occupé au travail, mais qu'il viendra la voir dès qu'il pourra. Elle hoche la tête avec une compréhension qui me brise le cœur. Une enfant de 8 ans ne devrait pas accepter l'absence d'un parent dans sa vie si calmement. Un soir, alors que nous sommes dans le salon, moi avec mon tricot, Clémence au piano. Elle interrompt soudain son jeu et se tourne vers moi. Grand-mère, est-ce que papa m'aime? J'ai posé mes aiguilles, m'approche d'elle, et passe un bras autour de ses épaules. Bien sûr qu'il t'aime. Ma chérie, c'est juste qu'il ne sait pas toujours comment le montrer. Clémence passe un doigt sur une touche, pensive. Quand je vivais avec eux, je pensais souvent qu'il serait mieux sans moi, que j'étais de trop. Tu n'as jamais été de trop. Je la serre plus fort. C'est juste que certains adultes, ne réalisant pas quel trésor ils ont reçu, elle sourit, se blottissant contre moi. Je suis contente de vivre avec toi, grand-mère. Tu ne me fais jamais sentir de trop. Je ne le ferai jamais. Je l'embrasse sur le front. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. En septembre,
Je reçois une lettre d'Antoine, une carte postale de Portland. Il écrit qu'il a trouvé un nouvel emploi dans une compagnie d'assurance, déménager dans un autre État, recommencer sa vie. Il promet d'appeler Clémence chaque semaine et de venir pour Noël, les 2 premières semaines. Il appelle, puis les appels deviennent plus courts, plus rares. À Noël, il envoie un colis avec des cadeaux et des excuses. Il ne peut pas venir. Trop de travail. Clémence prend la nouvelle stoïquement, comme si elle ne s'attendait à rien d'autre. Nous passons les fêtes seuls, sauf pour la visite de Camille avec son mari et ses enfants. Décorons la maison, faisons des sablés. Allons au spectacle de Noël de l'école. C'est calme, chaleureux, paisible. Au Nouvel An, je décide que nous avons besoin d'un changement d'air. Trop longtemps. La vie a tourné autour des problèmes créés par Antoine et Céline. Il est temps d'avancer. Ah, ça te dirait de voyager cet été. Dis-je à Clémence pendant le petit déjeuner. Ses yeux s'écarquillent. Un vrai voyage? Où ça? Où tu veux. Je souris. On pourrait aller à Washington, voir les musées, ou à New York. Il y a un super zoo et un musée d'histoire naturelle avec de vrais squelettes de dinosaures. Ou même, je marquais une pause, en Europe. L'Europe. Clémence bondit sur sa chaise. Vraiment, on pourrait voir la Tour Eiffel, le Colisée, des châteaux. Tout ce que tu veux. Je récite, voyant son excitation. Choisis un pays, et on fera un itinéraire. Ce jour-là, nous allons à la librairie et achetons un atlas mondial, des guides sur l'Europe, et un carnet pour planifier le voyage. Clémence se plonge avec enthousiasme dans l'étude des pays et des lieux d'intérêt, me racontant chaque soir quelque chose de nouveau sur les endroits qu'elle veut visiter, en la regardant, si vive et heureuse. Je pense à combien de temps j'ai reporté mes propres rêves de voyage, d'abord pour ma carrière, puis pour ma famille, ensuite à cause de la maladie d'Henri, même après sa mort. J'ai continué à vivre une routine, donnant mon argent et mon temps à Antoine et sa famille, mais maintenant, j'ai enfin le courage de tout changer, de mettre le bien-être de Clémence au-dessus du prétendu confort des adultes, d'arrêter de financer des relations malsaines, de prendre la responsabilité de l'avenir d'une enfant qui me fait confiance. Je suppose que c'est ça, le véritable amour. Ne pas céder aux faiblesses, mais tenir bon pour ce qui est juste. Henri approuverait mes décisions. J'en suis sûre. Un soir, quand Clémence dort, je sors dans le jardin et regarde les étoiles. L'air printanier est frais, mais vivifiant, plein de promesses de vie nouvelle. On a réussi. Henri, je murmure, comme s'il pouvait m'entendre. Notre petite fille est en sécurité. Elle est heureuse. Et dans le bruissement des feuilles, du vieux pommier, j'entends sa voix. Je savais que tu ferais le bon choix, Margot. J'ai souri, respirant le parfum des premières fleurs. L'été est devant nous. Les voyages, les découvertes pour Clémence et pour moi. La vie continue. Et pour la première fois depuis des années, je regarde l'avenir avec une anticipation joyeuse, plutôt qu'avec de l'anxiété et un sens du devoir. Cendrillon a trouvé son foyer, et dans ce conte, il n'y a pas de place pour une méchante belle-mère et un père indifférent. Seulement de l'amour, de la musique et la promesse d'aventure au-delà de l'horizon.